Donc on retourne un petit peu dans le monde réel, hein, après tous ces films et histoires. On a les reality shows avec Love Story and the Big Brother. En fait, vous connaissez, hein, c'est une maison artificielle hein, pour les besoins d'un show télé. Les habitants sont libres de faire tout ce qu'ils veulent en fait. Hein. Il y a ce côté un peu open bar, quoi. Le problème, c'est qu'ils montrent surtout leur médiocrité et leur méchanceté hein, avec des jeux de pouvoir, des mesquineries, etc. C'est tout ça dans un lieu fermé et observé par tout le monde. C'est un peu le même principe que Truman Show d'ailleurs. Hein. High Rise, c'est un film de Ben Wheatley qui date de 2016. Et regardez, on a le beau Tom Hiddleston hein, qui joue un rôle important puisque voilà, vous connaissez Tom Hiddleston, c'est notre cher Loki des Avengers. Donc, on a un gratte-ciel ultra moderne conçu pour l'élite avec tous les équipements de luxe possibles et imaginables, se transforme en un enfer collectif. Les habitants se font la guerre. Les habitants du dessus contre les habitants du dessous qui sont moins fortunés. On a des meurtres, tortures, viols, cannibalisme. Ce milieu clos de luxe débouche sur la pire forme de violence et de régression dans l'humanité. C'est intéressant, effectivement, c'est vraiment une sorte d'immeuble gigantesque hein, réservé à l'élite qui se transforme en lieu de barbarie, hein, finalement, une espèce de régression terrible de loi du plus fort. C'est assez intéressant, c'est très caustique, très satirique et assez trash. Basé sur le roman de Ballard, hein, écrivain de science-fiction anglais, qui est j'ai lu le livre et le livre est très bien aussi. On a ensuite Voyage autour de ma chambre de Xavier Demestre qui date de 1795. C'est un témoignage réel en fait. C'est l'auteur Xavier Demestre et il est assigné à domicile pendant de longues semaines. Il est forcé de rester dans son appartement pour des circonstances extérieures. Hein. Il détaille chaque petit recoin, chaque objet dans son détail. Et en fait, faisant le tour de sa chambre à un espace extrêmement réduit, il s'aperçoit des richesses
richesses innombrables de son environnement du quotidien, il entreprend un véritable voyage autour de sa chambre en fait. Gardez en tête cet exemple parce que ça marche aussi pour la thématique, l'invitation au voyage finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. L'enfermement forcé peut être paradoxalement vécu comme source de création et d'épanouissement artistique. On a évidemment l'exemple de Anne Frank qui est séquestrée en fait et qui en profite pour développer sa plume, avoir un œil acéré sur son entourage et développer vraiment ses capacités d'écrivain malheureusement stoppées net par le génocide. On a aussi Frida Kahlo qui malgré une terrible maladie, elle est clouée au lit, etc. A continué à peindre. Finalement, voilà, est-ce que ça a favorisé sa concentration artistique? C'est possible. Ce qui m'amène au concept de stoïcisme. Alors, ça n'a pas tellement de rapport avec la maison directement, mais un petit peu. C'est une philosophie de l'Antiquité grecque qui est toujours actuelle aujourd'hui. Les grands penseurs, c'est Épictète et Marc Aurèle dans l'Antiquité grecque. Voici Marc Aurèle. Ne te plains pas, agis sur les éléments sur lesquels tu peux avoir un effet, oublie le reste. Ce que nous accomplissons à l'intérieur transforme la réalité extérieure. Et finalement, il y a cette idée qui est très forte dans le stoïcisme, c'est-à-dire que finalement, même un esclave qui est en prison, qui est couvert de chaînes, qui n'a aucune liberté, qui peut même pas bouger, est peut-être le plus libre des hommes parce qu'il a sa liberté intérieure. S'il a réussi à travailler en fait sa liberté intérieure, il peut être vraiment libre intérieurement. C'est vraiment c'est assez intéressant comme concept, ça a beaucoup marqué l'Occident au final, cette idée-là. Et c'est finalement ce qui est important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on accueille ce qui arrive en fait. On a aussi des sœurs religieuses, moines abbés. Voici donc des cellules de moines ou des bonnes sœurs dans les couvents, les monastères. C'est un enfermement volontaire de religieux dans un couvent ou un monastère afin de mener une vie de prière, de travail et de dévotion. Et vous pouvez parler avec eux, ils vont dire oui, ils sont épanouis, même s'ils sont complètement enfermés, ils ont la vie qui leur corresponde, et même si ça va pas sans problème et sans douleur bien sûr, mais effectivement il y a une espèce d'épanouissement paradoxal dans un enfermement. Du côté bouddhiste, il y a le célébrissime temple de Shaolin en Chine, qui est un temple, donc effectivement, on rentre pas comme ça, où effectivement c'est une espèce de communauté dédiée à la perfection de soi, à travers le kung-fu, le bouddhisme, la méditation, etc. C'est une sorte de perfectionnement de soi dans un milieu qui est complètement fermé. On a l'érémitisme, c'est le fait de vivre en ermite. C'est un terme technique qui désigne le fait de vivre en ermite. Je vais prendre un exemple un peu connu. Ce monsieur, peut-être vous le connaissez, c'est Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste au Népal. Il a été surnommé l'homme le plus heureux du monde. Alors lui, je pense que ça lui casse un peu les pieds. C'est vrai que c'est pas génial d'être surnommé l'homme le plus heureux du monde. Bon, lui il dit bon, peu importe, ça c'est un truc qu'on m'a collé sur le dos dans un but un peu de marketing. Et ben lui, il a médité pendant des années dans une grotte. C'est vraiment méditation bouddhiste, enfin c'est des années quoi. Il est quasiment pas bougé quoi. Et après, il a maintenant en ce moment, il écrit des livres, de développement spirituel et tout ça. Voilà, donc c'est assez intéressant son cas. On a aussi effectivement le cas de cet ermite qui a fait un vœu de silence et qui vit dans un trou. Voilà, enfin, bon, il a fait vœu de silence jusqu'à ce qu'un crétin lui marche sur le pied, donc du coup, bon, là, après c'était un peu gâté là le vœu de silence, mais voilà, donc voilà, c'est un ermite en Galilée, enfin en Palestine de l'Antiquité. De manière plus laïque, on a Sylvain Tesson qui est qui a écrit Dans les forêts de Sibérie. Sylvain Tesson, c'est lui là avec sa tronche bien intéressante quoi, marquée. Il décide de s'enfermer dans une cabane au fin fond de la Sibérie, carrément. Là voici la cabane. Il veut y trouver une vie authentique, simple, en contact avec la nature et les livres. C'est pas évident d'ailleurs, mais donc effectivement il vit, je crois que c'est 6 mois, c'est ça, au bord du lac Baïkal, dans des conditions effectivement glaciales, tout seul. Ou presque, de temps en temps il y a des gens qui passent, tout seul avec la nature, les livres, puis aussi il faut quand même le dire avec ses bouteilles de vodka parce qu'il il est quand même voilà, disons, voilà. Oui, mais bon, voilà. Et on peut aussi citer
Je le mets aussi, c'est David Thoreau, hein, Walden, c'est 19e siècle, c'est un Américain hein, qui découvre la richesse de la vie sans bouger de sa cabane en pleine nature américaine. Je cite parce que c'est un livre de référence hein, pour tous ceux qui effectivement qui rêvent de, de vie simple, en contact avec la nature, de retour aux fondamentaux dans une cabane au bord d'un lac. C'est un livre qui a été assez influent pour le côté effectivement nature américaine, quoi, contact avec la nature américaine et tout ça, quoi. La conclusion. La maison peut être vécue de manière très différente dans un mode d'ouverture ou de fermeture, d'épanouissement ou de fermeture, voire d'emprise et d'aliénation. Cela dépend des circonstances extérieures, les types d'habitation, du style de vie, des personnes qui sont présentes dans l'habitation et de leur personnalité. Même dans l'enfermement, certains trouvent l'épanouissement, alors que l'épanouissement recherché peut dans certains cas se transformer en enfermement. La maison doit avant tout rester un refuge, un endroit vers lequel rayonner. C'est la maison telle qu'elle doit être vécue et non pas subie. Voilà, c'est notre petite conclusion de cette écriture personnelle absolument énorme. Ça fait beaucoup. Mais en même temps, voilà, j'ai fait un truc énorme, mais comme ça, vous avez plein d'exemples, plein d'exemples de culture générale tirés de plein de domaines différents, et je pense que vous pouvez en tirer profit. Voilà.